Salut à tous, je suis contente de vous retrouver afin de découvrir ou redécouvrir l'histoire d'un célèbre tueur en série qui se nommait Ted Bundy. Theodore Robert Bundy vit le jour le 24 novembre 1946 à Burlington aux États-Unis. Sa mère se prénomme Eleanor Louise Cowell et l'identité de son père reste inconnue. Le certificat de naissance de Ted assigne la paternité à Lloyd Marshall, un vendeur et vétéran de l'US Air Force, mais Eleanor affirme que le père est un marin répondant au nom de Jack Worthington. La famille de cette dernière évoque également l'idée selon laquelle le père serait Samuel Neck Cowell, qui est le père d'Eleanor. Il était violent et abusif avec sa fille. Durant les 3 premières années de sa vie, le petit Ted vit à Philadelphie avec ses grands-parents maternels qui l'élèvent alors comme leur fils afin d'éviter les altercations sociales qui accompagnent les naissances illégitimes. La famille, les proches et même Ted sont persuadés que ses grands-parents sont ses parents et que sa mère est alors sa sœur aînée. Ted découvrira plus tard son acte de naissance ainsi que la vérité sur ses véritables parents et aura alors une terrible rancœur envers sa mère tout au long de sa vie, car elle lui a menti et également elle lui a laissé découvrir la vérité de lui-même tout seul. Ted s'identifie, respecte et s'accroche à son grand-père Samuel. Samuel est une brute tyrannique, un sectaire qui voue une haine envers les personnes noires, les Italiens, les catholiques et les juifs. Il bat sa femme, le chien de la famille, et s'amuse à lyncher des chats du voisinage par la queue. Un jour, il pousse la petite sœur d'Eleanor dans les escaliers, car selon lui, elle s'est réveillée beaucoup trop tard. Parfois, il s'adresse également à des présences invisibles à haute voix. Il rentre dans une rage violente lorsque la question de la paternité de Ted est soulevée. La grand-mère de Ted, quant à elle, est très timide, obéissante et se soumet à un traitement par électrochoc pour cause de dépression et d'agoraphobie. Elle vit constamment dans la peur. Le comportement de Samuel fait que son petit-fils a un comportement assez troublant dès son plus jeune âge. En effet, une fois, la petite sœur d'Eleanor s'est réveillée d'une sieste, entourée de couteaux, et Ted se tenait debout près du lit, avec un grand sourire. Il avait seulement 3 ans. En 1950, Eleanor change son nom de famille en Nelson et enlève son premier nom suite à la demande urgente de sa famille. De plus, elle se voit obligée de quitter Philadelphie avec Ted afin d'aller vivre avec ses cousins dans l'État de Washington. En 1951, elle rencontre Johnny Culpeper Bundy, un cuisinier d'hôpital, et se marie quelques mois après. Johnny adopte Ted par la suite. Ils ont 4 enfants ensemble. Johnny considère Ted comme son vrai fils, mais ce dernier est plutôt distant avec lui et il affirme que Johnny n'est pas son vrai père et qu'il n'est pas très intelligent et qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Durant son adolescence, Ted vagabonde dans des quartiers et il fouille les poubelles à la recherche de photos de femmes nues. Il parcourt les magazines de détectives, des romans criminels et des documentaires sur des crimes impliquant de la violence sexuelle, accompagnés, de préférence, de photos de personnes décédées ou alors de corps mutilés. Il boit beaucoup et il part souvent à la recherche de fenêtres sans rideaux la nuit, dans le but d'observer des femmes nues ou alors n'importe quoi d'autre. Quant à sa vie sociale, plusieurs biographies de Ted disent qu'il était incapable de comprendre les relations interpersonnelles et il est dit qu'il maintenait une façade d'activité sociale à l'école et qu'il était très apprécié dans cette dernière et qu'il était plutôt assez populaire. Donc son seul passe-temps, c'est le ski, qu'il pratique avec de l'équipement qu'il vole et des faux billets. Durant le secondaire, il est arrêté à 2 reprises pour des soupçons de cambriolage et de vol de voiture. Ted est décrit comme étant une personne gentille, attentionnée, empathique et charismatique. C'est dans les années 1970 qu'il commence à agresser sexuellement des femmes,
en les assommant pour qu'elles perdent connaissance. D'autres femmes disparaissent et ne seront alors jamais retrouvées. Par la suite, il déménage et va à Salt Lake City. Encore une fois, dans ce lieu, des femmes disparaissent mystérieusement. Certaines sont retrouvées mortes, violemment mutilées, et d'autres ne sont jamais retrouvées. Un soir, la police l'arrête car il roule à faible allure dans les rues peu éclairées de la ville. Il est probablement inquiet de sa prochaine victime ou alors recherche des fenêtres qui n'ont pas de volets ni de rideaux afin d'apercevoir des femmes nues. Plusieurs objets comme une cagoule, des gants ou encore une lampe torche sont retrouvés dans son coffre de voiture. L'agent de police se souvient alors de la description similaire d'un suspect et de la voiture ayant servi à l'enlèvement d'une jeune femme quelques mois plus tôt, et tout semblait correspondre avec Ted. Lors de la fouille de l'appartement de ce dernier, la police trouve des brochures d'événements ayant lieu à des endroits où certaines femmes ont été enlevées, mais il n'y a pas assez de preuves pour garder Ted en détention. Il est alors libéré, et la première chose qu'il fait à sa libération, c'est de détruire sa collection de Polaroids de ses victimes que la police n'a malheureusement pas vues. La police le place sous surveillance 24 heures sur 24 et s'envole pour Seattle afin d'interroger l'une de ses anciennes petites amies. Cette dernière leur dit qu'elle a découvert des objets farfelus chez Ted, des béquilles, un sac de plâtre, un couperet à viande ou alors encore un sac de vêtements féminins. De plus, elle le soupçonne d'avoir volé presque tout ce qui a une valeur significative dans ses possessions. Une fois, elle l'a interrogé concernant une nouvelle télé et une nouvelle chaîne IFI, et il lui a répondu « Si tu le dis à quelqu'un, je te tordrai le cou ». Elle explique aussi que Ted était toujours très contrarié lorsqu'elle envisageait de se couper les cheveux. Elle le retrouvait aussi souvent en plein milieu de la nuit, sous la couette, avec une lampe torche, en train d'examiner son corps. La police, grâce à son témoignage, peut affirmer que Ted n'était pas avec elle le jour où plusieurs femmes ont disparu. Le 19 septembre 1975, Ted vend sa voiture qui a servi à accoster et transporter certaines de ses victimes. Il la vend à un adolescent qui a alors 17 ans. La police lui confisque la voiture et les techniciens du FBI la démontent et la fouillent. Ils trouvent des cheveux qui correspondent aux échantillons provenant d'une femme retrouvée morte. Le spécialiste du laboratoire du FBI conclut la présence de mèches de cheveux correspondant à 3 victimes. Le 2 octobre 1975, la police place Bundy dans une salle d'identification. Des personnes l'identifient comme l'étranger aperçu au lieu où l'une des victimes a été enlevée. Il est alors accusé d'enlèvement aggravé et de tentative d'agression criminelle dans l'affaire d'Arronge. Le 20 novembre, il est libéré sous caution de 15 000 $ payés par ses parents qui croyaient dur comme fer à l'innocence de leur fils. La police de Seattle n'a pas assez de preuves pour l'inculper dans les meurtres survenus dans le nord-ouest du pays, mais le garde tout de même sous surveillance. En 1976, rebondissement. Bundy est reconnu coupable le 1er mars de l'enlèvement et de l'agression d'une jeune femme. Le 30 juin, il est condamné en première instance à 15 ans de prison. Il est incarcéré à la prison d'État de l'Utah à Draper. Le 19 octobre, il tente de s'échapper, mais il est retrouvé caché dans des buissons de la cour de la prison avec des cartes routières, les horaires des compagnies aériennes et une carte de sécurité sociale. Il passe alors plusieurs jours en isolement. Quelques jours plus tard, la police de Colorado l'accuse formellement du meurtre d'une autre jeune femme. Le 30 novembre 1977, Bundy s'évade de prison. Le 10 janvier 1978, il est placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Il est retrouvé et arrêté le 15 février, soit après 47 jours de cavale. Le 24 juillet 1979, il est reconnu coupable de 2 meurtres, de 3 tentatives d'assassinat et de 2 cambriolages. Le juge de la cour de circuit du comté de Dade le condamne 2 fois
à la mort le 31 juillet. Il lui dit également les mots suivants qui sont restés célèbres. Le tribunal est parvenu à la conclusion que ces deux meurtres étaient effectivement odieux, atroces et cruels, et qu'ils étaient d'une extrême sauvagerie, d'une férocité ignoble, monstrueux, et le produit d'un dessein visant à infliger un haut degré de souffrance et d'une absence totale de compassion pour la vie humaine. Ce tribunal, indépendamment d'eux, mais en accord avec la sentence consultative rendue par le jury, impose donc la peine de mort à l'accusé Theodore Robert Bundy. Le 7 janvier 1980, un nouveau procès pour meurtre s'ouvre. Il est accusé du meurtre d'une adolescente qui était alors âgée de 12 ans, dont les restes momifiés ont été retrouvés le 7 avril 1978 dans un parc. Durant ce procès, Bundy se marie avec le témoin de la défense Carol Ann Boone. Il est pour la 3e fois condamné à mort. Bundy est donc placé dans le couloir de la mort en attendant le jour de son exécution. Sa femme lui rend plusieurs fois visite et tombe enceinte de lui, d'une petite fille nommée Rose, qui naît le 24 octobre 1981. Elle divorce en 1986 après que Bundy ait avoué certains de ses crimes et que des rumeurs d'une liaison avec une avocate de la défense virent le jour. Le 24 janvier 1989, Bundy est exécuté sur la chaise électrique. Ses avocats ont tout tenté afin d'annuler sa peine de mort, mais en vain. L'affaire Ted Bundy a secoué et choqué les États-Unis. En effet, les tueurs en série à ce moment-là étaient considérés comme des fous qui vivaient exclus du monde. Cependant, Bundy était tout le contraire. C'était un homme qui avait tout pour réussir, qui avait un physique qui plaisait aux femmes, qui avait une vie sociale bien remplie, et il avait fait des études de droit qui auraient pu l'amener à être un excellent avocat. Près de 2000 personnes se sont rassemblées devant la prison le jour de son exécution afin de célébrer la sentence. Bundy fut incinéré et, selon ses vœux, ses cendres furent dispersées dans la chaîne des cascades où il s'est débarrassé des dépouilles de plusieurs de ses victimes. Il aurait fait plus de 100 victimes, mais il en a avoué 37 avant sa mort. Pour clore cette vidéo, je vais vous expliquer comment il a tué ses victimes et quelles choses atroces il leur a fait vivre. Donc si vous êtes sensible, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant et je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, accrochez-vous bien parce que c'est vraiment horrible. Donc tout d'abord, son type de victime, c'est les femmes jeunes aux cheveux longs. La plupart étaient étudiantes ou lycéennes. Ses principaux critères étaient la jeunesse et la beauté. Bundy attaquait ses victimes à l'aide d'un objet coupant, puis effectuait une strangulation. Il agressait sexuellement ses victimes avec toutes sortes d'objets et les laissait inconscientes, voire mortes. Pour certaines, après les avoir tuées, il les a maquillées, il les a lavées, puis habillées de vêtements qui ne leur appartenaient pas. Il achetait spécialement des vêtements pour ses victimes. Il revenait parfois sur les lieux où il avait laissé le corps de sa victime afin d'avoir avec elle un acte nécrophile. Bundy blessait violemment les femmes en les violant avec des objets de toutes sortes, provoquant alors des liaisons internes. Il les battait et démembrait leur corps. Il prenait des polaroïds de ses victimes une fois mortes afin d'avoir un souvenir. Bundy laissait également quelques-unes de ses victimes à l'agonie. Ces dernières mouraient quelques jours après, seules, suite aux blessures causées par ce dernier. L'une d'elles a été battue, violée, sodomisée, puis étranglée avec des bas en nylon avant d'être lavée et maquillée. Un jour, Bundy est entré dans une maison de la sororité Chi Omega. Il attaque une première femme avec une bûche de bois. Il en frappe une seconde et lui déchire un mamelon, puis lui mord la fesse gauche. Il agresse sexuellement la femme avec un vaporisateur de lac. Il attaque une troisième, lui brise la mâchoire ainsi que le crâne et lui lacère une épaule. Il s'en prend à une quatrième
Il lui brise aussi la mâchoire, il lui casse plusieurs dents, un doigt et lui inflige une commotion cérébrale en la ruant de coups. Quelques heures après, il s'attaque à une autre femme dans un endroit différent. Il lui disloque une épaule, lui fracture le crâne et la mâchoire, et il la viole également. Plus tard, il viole une jeune fille à l'aide d'un couteau, puis l'égorge. L'une de ses victimes, après 42 ans de silence, décide de raconter son agression dans un livre. Elle raconte que ce dernier l'a étranglée et violée durant des heures. Il l'étranglait, puis l'a ramenée à la vie, pour l'étrangler encore et la violer encore et encore. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vous ai assez donné de détails sordides. Sinon, si je continue, la vidéo va durer pratiquement 1 heure, je pense. Après, si vous voulez plus vous renseigner sur ces détails-là, je vous invite à aller voir sur Internet, parce qu'il y a plusieurs sites qui donnent vraiment tous les détails. Sinon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine.